Bonjour à tous et bienvenue dans la Taverne du Gamer. Je suis Kira, accompagné de Sid. Alors Sid, qu'as-tu fait cette semaine de beau ? Grosse semaine de travail encore, mais j'ai pu enfin jouer un peu plus que la semaine précédente. Et j'ai commencé 2 nouveaux jeux. Donc un, Mario et le Lapin Crétin, le Tactics, qui est vraiment pas mal. Et l'autre, je dirais pas, parce que c'est mon test dans 2 semaines. Mais il y a de la baston, ça va être très très cool. Et à côté du jeu vidéo, je me suis lancé dans une aventure un peu folle, Kira. J'ai repris One Piece à zéro. Je vais acheter toute la collecte en manga, un peu en animé. Et 2023 va être consacré à rattraper tout mon retard sur One Piece. C'est beau ça. Il y a combien de tomes maintenant sur One Piece ? Il y en a 104, je crois. 104 ou 105. Ah oui, quand même. Ah oui, en effet, oui, je crois que tu as en bouffé du pirate. Et toi, du coup ? Moi, de mon côté, je me suis remis sur Ghost Recon Wildlands. Après Future Soldier, j'avais envie de faire un petit peu de Ghost Recon. J'ai bénéficié d'une super promo sur le live. J'ai payé le jeu 10€ avec les 2 Season Pass au lieu de 99€. Ah oui, en effet, donc, oui. Autant te dire que là, j'ai refoncé, forcément. J'ai fait du Dead Space Remake, que j'ai quasiment terminé. Donc, spoiler, c'est le test de la semaine prochaine. Excellent. Pour terminer, je me suis mis un petit peu sur ton jeu que tu as testé il y a 15 jours. Moonlighter. Où tu dois gérer un petit magasin et tu dois aller dans les donjons. Et c'est vrai que c'est très très addictif. C'est addictif, hein. C'est pas mal. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est très très addictif. Je fais ça sur mes pauses déjeuner le midi, c'est rapide. Donc j'ai testé du coup la fonctionnalité du cloud gaming Xbox pour ça et c'est vraiment très cool, je le recommande. Le sommaire, qu'est-ce que tu nous as préparé de beau ? On sait que tu as été voir Astérix parce que... T'avais vraiment envie de le voir. C'est clair. Eh ben écoute, au menu, plein de choses. On va parler de Tomb Raider, de l'E3 aussi, le fameux salon du jeu vidéo qui existe encore. Back 4 Blood après, le jeu multi hérité de Left 4 Dead. On va parler de PlayStation et des résultats financiers. On l'avait fait la semaine dernière pour Xbox. Et après, Jedi Survivor, le jeu de Jedi, je vous spoil un petit peu. Et peut-être une mauvaise nouvelle que tu vas nous annoncer. Mais... on a un test après Signalis, un test du jeu d'horreur indé. Et après, tu nous as préparé un sujet hors sujet assez original que j'adore. Tu vas parler d'un magazine qui s'appelle Pop-Up. Exactement, que de belles choses. N'oubliez pas, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. On alimente les pages régulièrement. N'hésitez pas à liker, bien sûr, à partager. Pareil, n'hésitez pas à mettre des commentaires dans les applications de podcast. Ça aide beaucoup au référencement. Et c'est vrai que ça nous fait plaisir aussi. On commence à avoir quelques commentaires, on va dire, réguliers de certaines personnes. Donc, on vous passe le bonjour et merci pour tout, en tout cas. Ouais, très reconnaissant. Bon, c'est parti. On attaque les news. Allez. Un univers cross-média pour Tomb Raider. Alors, Amazon prépare une série et un film pour faire un univers partagé avec le prochain jeu Tomb Raider. On a d'abord appris que une série était bel et bien en préparation dans les locaux d'Amazon et que celle-ci aurait déjà trouvé sa scénariste, donc pas de nom pour le moment. En plus de cette série télévisée, un film sera également en préparation, et c'est la raison pour laquelle MGM avait annulé, je ne sais pas si tu te souviens, la suite du film avec Alicia Vikander qui était sorti il y a quelques années, qui était un peu une adaptation du premier jeu en fait. Donc avec tout ça, Amazon souhaiterait faire de Tomb Raider un univers partagé qui développerait donc ses jeux vidéo via ses séries et via son film. Donc c'est une remarque qui prend tout son sens, car je ne sais pas si tu te souviens les leaks qu'il y a eu il y a quelques temps, mais Lara serait accompagnée de toute une équipe. Donc pour mettre en avant une nouvelle génération d'aventuriers, donc avec de nouveaux personnages. Moi, je pensais la licence pourrait, par exemple, contenir une série qui se concentrait donc sur ces fameux nouveaux personnages, un peu à la style d'un Mission Impossible, tu vois, par exemple, et un film centré sur Lara, en fait, ce qui permettrait de faire un Lara Croft cinématique, univers, par exemple. En tout cas, la licence Tomb Raider donc, avait été revendue lors des derniers achats. On sent que Amazon se donne les moyens de faire quelque chose d'assez grand, donc à voir ce que ça va donner sur le long terme. Ça va être intéressant, moi ça me donne envie. Tomb Raider en plus c'est une licence très très porteuse. Donc on sait qu'Embracer Group avait racheté toute la licence Tomb Raider et ils ont revendu en effet les droits des films, l'exploitation des films à Amazon.
Amazon. Amazon, gros budget. Pour l'instant, ils m'ont jamais déçu sur les séries. Donc non, il y a du budget, ils se donnent les moyens. Tomb Raider, moi, je suis partant. Ça me fait envie. Moi aussi, je t'avoue, je suis plutôt intéressé. Donc, qui pour jouer Lara Croft, par contre? C'est vrai qu'hier, j'étais en train de penser à quelle actrice pour endosser le rôle. Et c'est vrai que pour l'instant, moi, j'aimerais bien une personne inconnue, pour le coup, qui vienne pas avec son background de film ou de série. Vraiment une personne inconnue qui aurait le physique de Lara, bien sûr, mais qui serait aussi un petit peu athlétique pour représenter le côté aventurière, tu vois. Ouais, Pourquoi pas faire vraiment un film à la Indiana Jones, ça pourrait être vraiment cool. Moi, en tout cas, je suis chaud. En tout cas, déjà, j'ai hâte d'avoir le jeu, forcément. Mais là, je pense que c'est une bonne idée, tout ça. Ouais, je pense aussi. Et puis, comme je disais, c'est quelque chose d'assez porteur, donc ça va forcément marcher. Et puis toi qui kiffes le cross-média, du coup, là, on est en plein dedans. Là, on est en plein dedans, exactement. C'est une bonne stratégie, ça fait plaisir. Parlons de l'E3, le salon du jeu vidéo. J'ai l'impression qu'il n'y a que les anciens maintenant qui connaissent l'E3. On va refaire un petit historique. Parce que c'est vrai que c'était la mode à l'époque. C'est ça, la bonne époque. Il y a eu des temps troubles. On va refaire un petit peu l'historique de ce salon pour les personnes qui connaissent moins. Donc c'est ni plus ni moins le plus gros salon du jeu vidéo dans le monde, qui est basé à Los Angeles, qui a été créé en 1995. Et alors, j'ai appris ça, je vais pas me la raconter, j'ai appris ça en travaillant la news. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire E3 ? Est-ce que tu as déjà su ça ? Expo Entertainment, Expo Entertainment, et le troisième E, c'est... Ah, t'es pas mal. Expo Entertainment, je me souviens plus du troisième, mais je l'ai su à une époque. C'est Electronic Entertainment Expo. Voilà. Donc réservé historiquement aux professionnels, c'est vrai qu'ils ont ouvert depuis quelques temps le salon à des particuliers aussi. Mais voilà, dans l'ADN, c'était vraiment les gros constructeurs, les constructeurs tiers, les éditeurs tiers, pardon, qui parlaient à des professionnels de jeux vidéo, donc journalistes, etc. Et il faisait entre 60 et 70 000 visiteurs quand même par an. Sauf que pandémie de Covid oblige, annulé en 2020, annulé en 2022. Ils ont tenté en 2021 de faire une conférence un petit peu en ligne, mais qui a été pas toujours très très suivie par les constructeurs, je veux dire. Donc la news commence maintenant. Le salon de l'E3 reprend officiellement. Il reprend officiellement du 13 au 16 juin, donc en physique, dans les locaux habituels. Sauf que, visiblement, Sony et Nintendo vont faire l'impasse du salon, donc ils ne devraient pas être présents. Je dis toujours conditionnel parce que la news est toute fraîche et on sait comment ça va vite sur internet. Ça se trouve la semaine prochaine une nouvelle news va me contredire, mais Sony et Nintendo, oui, visiblement vont bouder le salon. Parce qu'en plus, les stands étaient extrêmement onéreux. Et on sait que Sony et Nintendo ont des façons différentes de communiquer aujourd'hui. Et Xbox, donc ça c'est rigolo, ils vont faire des confs sur la même période. Ils vont donc être présents, sauf qu'ils vont pas dans les locaux de l'E3, ils vont juste à côté. Je crois que c'est en plus à quelques mètres de l'E3, où ils ont leur Microsoft Theater, donc à quelques mètres, où ils ont leur convention, ils vont diffuser leur contenu, etc. Donc ils leur font un petit pied de nez à quelques mètres de l'E3. Mais en tout cas, moi, en termes d'analyse, si on veut analyser rapidement la news, je pense que Kira, on se l'est déjà dit à plusieurs reprises. En plus, tu l'avais parlé lors de ton débrief de la Xbox Developer Show. Direct. Ouais, direct, merci. Les gros constructeurs ont aujourd'hui leur manière de communiquer qui fonctionne bien, qui coûte vraiment moins cher. En plus, ils sont pas agrippés à des timings ou à des dates. Là, du 13 au 16 juin, ça contraint les éditeurs et les développeurs à communiquer sur cette période. Je crois que maintenant, nos 3 gros constructeurs, ils préfèrent, ils peuvent voler de leurs propres ailes avec leur propre mode de communication. Donc, il n'y a plus trop d'intérêt, je crois, pour eux de couvrir l'E3. Donc, c'est vrai que l'E3 d'antan, avec Strass et paillettes, est un peu terminé et révolu. C'est vrai qu'on est passé à une ère plus numérique, on va dire. Ouais. Le problème aussi de l'E3, c'est qu'on nous présentait des jeux et le grand public n'y avait pas forcément accès à ce moment-là. Je pense qu'ils auraient dû passer vers un système de salon virtuel où les démos qui étaient en test sur l'E3, par exemple, pouvaient être disponibles pour les joueurs sur les stores. Pour une durée limitée directement sur les stores. Il l'avait fait, je me souviens, à l'époque pour Resident Evil 7, ce qui était quand même un sacré coup de génie à mon sens. C'est vous voyez la démo, elle est cool, vous pouvez y jouer maintenant. Du coup, voilà. Après, le fait que les gros constructeurs n'y soient pas présents, donc forcément on va pas avoir de réelles grosses annonces. Par contre, ça peut peut-être permettre à des constructeurs, pas à des constructeurs, mais à des développeurs plus modestes, de présenter leur jeu en fait. Après, c'est sûr, s'ils se font arracher sur les tarifs au niveau des stands,
c'est pas forcément, on va dire, rentable. Mais en tout cas, le 3 va devoir changer, sinon il est voué à disparaître, en tout cas dans sa configuration actuelle. Ouais. Je suis complètement de ton avis. C'est triste, hein, mais c'est la fin d'une époque, je pense, et le 3 aura énormément de mal à se relever de ces années où ça a été annulé, où ça a été en ligne, où, comme je disais, tout le monde a pris un rythme de croisière différent avec leur showcase, etc. Donc, je suis assez pessimiste, en tout cas, pour ce salon. Est-ce qu'on va, nous, le couvrir et le suivre, évidemment, mais je ne m'attends pas à des révolutions, en tout cas, à cette E3 de l'année. Je vais parler de Back 4 Blood, donc une news, on va dire, un peu triste quand même, donc clap de fin pour Back 4 Blood qui ne sera plus suivi par ses développeurs, en fait. Donc c'est via un communiqué. Le jeu n'aura plus de contenu à venir, donc restera en l'état. Donc les serveurs sont toujours accessibles, et donc ils ont décidé de stopper, entre guillemets, l'hémorragie, parce que c'est vrai que le jeu, malheureusement, a fait quand même un gros bid. Il y a eu pas mal de reproches, essentiellement sur la répétitivité du titre. Il y a quand même eu un bon suivi, parce que sur toute l'année 2022, il y a quand même eu 3 grosses extensions tout au long de l'année, 2 nouveaux nettoyeurs, des armes inédites, des nouvelles maps. Donc c'est vrai que ça reste un jeu très complet au final, mais voilà, c'est terminé, il n'y aura rien de plus. Ouais. Je vais vous lire le communiqué. Donc l'année 2022 a été extraordinaire pour nous. Tout d'abord, nous tenions à vous remercier d'avoir fait de Back 4 Blood ce qu'il est aujourd'hui. Avec 3 extensions, donc Tunnel de la Terreur, Enfant du Verre et Rivière de Sang, nous avons vécu ensemble une fantastique aventure au-delà des murs de Fort Hope. Cette phase de notre guerre contre les cachets touche maintenant à sa fin. Turtle Rock Studio est un petit studio qui fait des jeux AAA. Nous ne sommes pas assez nombreux pour continuer à travailler sur le contenu de Back 4 Blood pendant que nous préparons un autre jeu. Oui, vous avez bien entendu, nous préparons un autre jeu. Dans ces conditions, il est temps pour nous de baisser la tête et de retourner au laboratoire pour nous mettre au travail sur notre prochain grand projet. Nettoyeur intrépide, ce n'est pas un au revoir. Back 4 Blood va continuer à fonctionner, bien sûr. En fait, Back 4 Blood est actuellement proposé sur le PlayStation Plus Extra Premium et disponible dans le cadre du Game Pass. Et nous comptons le laisser là-bas. Bien que nous soyons peut-être un peu plus calmes à court terme, nous vous promettons que nous serons de retour plus grands, plus audacieux et meilleurs que jamais. Donc c'est un petit intéressant. Une petite lettre de revoir. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que Turtle Rock Studio travaille sur un autre jeu AAA, en fait. Voir ce qu'ils vont sortir, est-ce que ça sera un système de jeu comme ça, coop ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que il a été vendu comme le digne héritier de Left 4 Dead 2. En ce sens, à part 2-3 modifications, c'est vrai que ça reste très proche. On en a fait quelques parties, c'est vrai qu'on s'est beaucoup amusé dessus. Très cool, ouais. Mais le jeu a très mal commencé, en fait. Oui. C'est vrai qu'entre les bugs, il y a eu des soucis avec, avec le moteur graphique, avec les connexions permanentes, enfin bon, beaucoup de choses qui, je pense, ont impacté le jeu à sa sortie. Ouais, moi je l'ai fait à sa sortie et je l'ai fait maintenant récemment avec toi et des amis. À sa sortie, il y avait franchement une IA, des bots qui étaient immondes, l'équilibrage avec les cartes qui était vraiment pas ouf, le système de cartes qui, à mon sens, n'était pas exceptionnel parce qu'il y a un deck qui était ses persos. Mais depuis, donc j'avais un mauvais a priori, je l'ai refait ensemble et très cool. Au point où je l'ai recommandé même à un autre de mes amis pour y jouer, parce que voilà, le jeu aujourd'hui est mature, on le trouve à très peu cher, tu l'as dit, et sur le Game Pass et PS Plus Extra, mais on l'a aussi à 3€ à la Fnac, Amazon, enfin bon, bref, on peut y jouer très facilement. Le jeu les serveurs restent ouverts, donc je pense que c'est presque le meilleur moment pour y jouer, parce que tout est là et il reste quand même très très sympa. Tout est là, pas cher, voire gratuit, c'est sûr que c'est le meilleur moment. Ouais. Et juste Turtle Rock Studio, moi j'aimais beaucoup ce studio parce qu'ils avaient fait Evolve, qui était pour moi une révolution dans le jeu multijoueur, cool. Où c'était la naissance un peu des gameplays asymétriques, où on avait 5 joueurs, un qui jouait un gros monstre et 4 autres joueurs qui jouaient des Marines qui devaient tabasser ce gros monstre. Et ça, j'avais trouvé ça énorme, ce jeu, je l'avais adoré. Donc moi je suis plutôt confiant pour leur prochain jeu, sachant qu'en plus ils ont été rachetés par Tencent, le géant chinois, donc du budget ils devraient en avoir. Donc moi je suis très très moi confiant. Aussi, à voir ce que ça va donner. En tout cas, le bon côté, c'est qu'ils vont pas fermer les serveurs et que le jeu va continuer à perdurer. Donc ça va être cool, en tout cas, pour de bonnes sessions multijoueurs. C'était une bonne news parce que ça donne quand même la possibilité de parler de ce jeu qui aujourd'hui vaut le coup. Et de le recommander, tout à fait. Donc alors, on va parler
parler des résultats financiers de Sony, enfin plutôt de PlayStation, hein, finalement, restons sur le jeu vidéo. On en avait parlé pour Xbox la semaine dernière. Et les résultats donc, du trimestre 3 de l'année fiscale pour Sony pour PlayStation ont été publiés. Donc gros début d'année hein, pour PlayStation. Je sais pas si tu as vu, mais ils font des campagnes de communication à travers le monde avec la hache de Kratos en taille géante. Des PlayStation géantes. Ouais, t'as vu la PlayStation géante à Dubaï. Là, ça arrive à Paris. Il faudra que j'essaie d'aller les voir. Où il y aura le dinosaure d'Horizon. Enfin, il y aura quelques petits trucs comme ça en grandeur nature. Donc ils prévoient de très très gros... Enfin, ils mettent les moyens en termes de communication avec un nouveau spot de pub aussi. Et tout ça, pourquoi ? C'est parce que ça accompagne ces excellents résultats financiers que je vais vous présenter, mais aussi, ils ont annoncé la fin des pénuries. Et il semblerait que ce soit vrai, puisque sur le site de PlayStation, on peut s'inscrire à avoir des PlayStation, on peut en avoir maintenant sur les grands stores. Donc, ce serait a priori la fin des pénuries. Pourquoi il y a cette... bonne nouvelle, oui, pour ceux qui le cherchent et qui la cherchent depuis longtemps. Bon, moi, ce que j'aime bien, c'est vrai que les résultats de PlayStation, c'est que tout est là. Hein, tous les chiffres sont clairs, établis. Et on va s'attarder sur 2-3 petites choses qui sont vraiment intéressantes. Donc, ils ont vendu déjà 32,5 millions de consoles. Donc, ça y est, ça continue évidemment à augmenter. Et Kira... Chose intéressante, 30% des personnes qui ont acheté une PS5, visiblement, je ne sais pas comment ils ont pu le contrôler, certainement avec le profil PSN, n'avaient pas de PS4. Donc ce serait sur ces 32 millions, 33, quasiment 10 millions de personnes qui n'étaient pas sur l'écosystème PlayStation avant. Donc ça, tu vois, c'est un chiffre qui est très très intéressant à analyser. Sur le dernier trimestre, ils ont fait 7 millions de consoles, donc est-ce qu'ils vont atteindre les 50 millions à la fin de l'année calendaire ? Ce serait incroyable. En termes d'abonnement, 46 millions de PS Plus, donc leur nouvelle formule, tout confondu. Donc pareil, on n'a pas... Qu'est-ce que le PS Plus essentiel, extra, ça j'aurais aimé savoir. 86 millions de jeux vendus sur PS4 dans ce dernier trimestre, donc tu vois encore hein, les jeux PS4, on le vend en poupe, mais ce qui est très intéressant, c'est que sur ces 86 millions, 20 millions sont des jeux first party. Oui, quand même. Donc tu vois, on parlait des exclus encore et c'est probant hein, les chiffres. Hein. C'est vraiment étonnant sur le volume de jeux first party. Et donc ils signent leur plus gros trimestre qu'ils n'ont jamais réalisé, avec plus de 46% de chiffre d'affaires sur le matériel, services et réseaux 19%, le revenu des jeux 53%. Donc c'est une excellente année pour Sony. On ne va pas, un excellent trimestre passé. On ne va pas les pleurer, mais en tout cas intéressant ces petits, ces chiffres assez détaillés. Oui, en effet, c'est clair. Après. Ce qui est intéressant de voir, c'est que des gens n'avaient jamais eu de compte PlayStation avant, et du coup, ils sont passés directement sur la PlayStation 5. Donc, est-ce que c'était des adolescents d'époque qui sont devenus adultes et du coup, qui sont payés une PlayStation ? C'est possible. Ou des gens qui ont tout simplement changé de crèmerie également, et je pense que les exclusivités, ils sont pour quelque chose. Oui, ça peut aller dans les deux sens. Mais en tout cas, oui, c'est vrai que ça reste une donnée intéressante. Tout à fait, ça reste une donnée intéressante. Ouais, j'ai bien aimé parce qu'il y a tu vois, les deux chiffres qui m'ont, parce que le reste c'est de l'argent et finalement nous on est là pour parler de jeux vidéo plus que d'argent, mais j'ai bien aimé cette donnée-là, comme tu dis, les 30% de joueurs qui avaient jamais joué sur PS5, et j'avais bien aimé aussi que un quart de leur jeu c'était du first party, parce que ça fait écho avec nos conversations sur les autres podcasts sur les exclus. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Exactement, et puis on peut aussi mettre ça en corrélation. Là, on a vu que pas mal de jeux à service avaient tendance à fermer leurs portes, ou en jeu full multi, et comme quoi, au final, hein, c'est pas le multijoueur qui domine vraiment le game, si je puis dire. Ça reste vraiment les jeux first party qui sont de vraies vitrines. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent pas jouer en solo, ils y arrivent pas, ils veulent forcément jouer en multi. D'autres personnes préfèrent vraiment les jeux solo, mais c'est vrai qu'on voit quand même que la tendance, ça reste le jeu solo qui est souvent mis en avant, en tout cas. Ouais, qui permet de vendre et de faire parler de la marque. Exactement. Alors moi je vais parler de Star Wars Jedi Survivor. Donc le nouveau jeu Star Wars de Respawn n'arrivera pas à la date prévue. Le jeu est reporté au 28 avril. Le jeu donc était initialement prévu le 17 mars, soit 5 jours avant Resident Evil 4 Remake. Donc je pense clairement qu'ils ont voulu éviter le choc frontal avec Resident Evil, qui est quand même
une très grosse licence, mais surtout un des jeux les plus appréciés des fans, même si c'est deux genres totalement différents, attendu bien sûr, et même ces deux genres totalement différents, si quelqu'un doit faire un choix à 5 jours d'écart, bon, c'est vrai que ça peut être compliqué, surtout que l'aura de Star Wars, malheureusement, n'est plus aussi reluisante qu'auparavant. Moi, je sais que j'avais adoré le premier jeu Star Wars, Fallen Order, mais en l'état, si je devais faire un choix, j'avais même fait un choix, j'étais parti sur Resident Evil de toute manière. En revanche, ils ont mis un petit communiqué qui était ma foi, vous allez voir. Au cours de ces 3 dernières années, l'équipe qui s'est occupée de Star Wars Jedi Survivor a mis tout son cœur et toute son âme dans le jeu. Et nous sommes fiers de dire que le prochain chapitre de l'histoire de Cal Kestis est enfin complet. Nous nous concentrons maintenant entièrement sur l'étape finale des corrections de bugs pour améliorer les performances, la stabilité, le polissage et, plus important encore, c'est l'expérience du joueur, notre priorité. Pour que l'équipe atteigne le niveau de qualité attendu, pour lui donner le temps dont il a besoin pour atteindre le niveau de finition que nos fans méritent, nous avons décidé d'ajouter 6 semaines cruciales à notre calendrier de sortie. Donc c'est un léger report de 6 semaines, donc bon, clairement, ils disent que c'est pour le débugage. Moi, je pense quand même qu'ils veulent éviter le choc frontal avec Resident Evil. Là où c'est marrant, c'est qu'ils vont éviter les plagas de Resident Evil pour se friter avec les zombies de Dead Island parce qu'il sort le même jour que Dead Island 2. Pas du tout le même genre, mais voilà, est-ce que des gens vont devoir faire un choix également? Je pense que Star Wars est quand même plus porteur que Dead Island, mais Dead Island a quand même une aura bien particulière dans le cœur de certains joueurs, donc à voir. J'avais bien aimé le 1, vous avez été 2 à me le recommander, le 1, toi et un ami, et c'est vrai que c'était un très bon jeu le 1, alors que j'avais des a priori sur le personnage, sur l'univers, le gameplay, j'étais vraiment pas trop chaud, et ça a été une très très bonne surprise, donc je vais regarder ce deuxième avec un plus grand intérêt, tu vois. Je suis d'accord. C'est vrai que moi j'ai passé un très bon moment aussi. Le personnage, bon, je t'avoue, moi qui aime bien les persos un peu classe, c'est un peu compliqué, mais au final, je m'y suis fait et j'ai passé un très très bon moment, quoi. Ainsi conclut la partie news. On va passer à la partie test. Donc tu nous as préparé un petit test à pas piquer des hannetons. Oui, un petit test à pas piquer des hannetons, tout à fait, c'est la bonne expression. Ça va pas être évident. J'ai trouvé en le rédigeant que c'était pas un jeu si facile que ça à écrire en test, donc c'est le jeu Signalis. Donc j'ai donné un petit titre à mon test, c'est « Est-ce que c'est le bon élève du jeu d'horreur ?» Parce que oui, c'est un survival horror. Bah tiens, c'est pour une fois que c'est pas toi qui présente un survival horror. C'est vrai. Mais c'est un survival horror old school, donc ça c'est ma cam aussi évidemment. Je pense que c'est le style de jeu qu'on a vraiment en commun, le survival horror, parce qu'on est tous les deux très 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 fans, notamment de la licence Resident Evil et Silent Hill. Et donc là on est en face d'un jeu indépendant, fait par 2 personnes, donc 2 personnes, je peux me permettre de citer leur nom, c'est pas trop quand même, c'est Yuri Stern à la direction et à la programmation, et Barbara Whiteman, j'imagine qu'on dit comme ça, au chara design, à l'écriture. Donc ils ont mis 8 ans à développer leur jeu quand même, ces 2 petites personnes. Donc, tu vois, ça me donne d'autant plus envie d'en parler, pour donner un petit peu de lumière à notre niveau évidemment, mais pour en tout cas rendre un peu hommage au travail que ces 2 personnes ont réalisé avec passion. Et donc leur studio, c'est Roy's Engine Games. Donc c'est un studio allemand, je crois. L'histoire. Alors je vais donner le fondement de l'histoire, parce que après vous allez voir qu'au détail de mon test, l'histoire, j'aurai du mal, je pense, à l'expliquer. Mais on suit Elster, donc le personnage principal, qui est une technicienne de vaisseau. Et quand on commence à jouer le personnage, le vaisseau est écrasé sur une planète inconnue. Donc c'est dans le futur du coup, forcément. Le vaisseau est complètement cassé et il est vide. Pourtant, normalement, cette chère Elster était accompagnée d'une autre personne qui a priori chère à son cœur, puisqu'on voit des photos de ces 2 personnes. Et comme les jeux d'horreur sont souvent bien faits, non loin de ce crash, il y a une mine un petit peu mystérieuse qui semble abandonnée. Donc par mine, j'entends vraiment une mine comme une mine de charbon ou autre, mais bien plus technologique évidemment, où ils vont, j'imagine, extraire un matériel un peu plus rare, voilà, un minerai rare. L'histoire se lance ainsi. On démarre, on va chercher notre compagnon de voyage dans cette mine, et donc la narration est distillée vraiment tout au long du jeu.
on apprend des détails sur Elster, sur ce monde. Finalement, c'est une dystopie un petit peu futuriste, enfin complètement futuriste même, sur le régime en place. Enfin, si tu veux, tout le long de l'histoire, tout le long du jeu, on va en apprendre de plus en plus sur l'univers, parce qu'on est un petit peu lancé, tu vois, comme ça dans le jeu, et c'est pas plus mal, je trouve. Et l'histoire est quant à elle vraiment assez dense, j'ai trouvé. Le jeu a beaucoup de choses à raconter. Donc Barbara Whitman, là, elle a été très très prolifique en termes d'écriture pour le jeu, assez mystérieuse, mais l'histoire vraiment reste attrayante du début à la fin. Tu vois, ça j'en parlerai un petit peu après. Est-ce que tu as vu un petit peu le jeu ? Je crois que je t'avais montré un trailer ou un truc sur le jeu. Tu te rappelles ? Alors non seulement je l'ai vu, et en plus je l'ai fait en partie en fait. C'est un jeu que j'ai testé quand il est sorti dans le Game Pass il y a quelques mois. En fait, en gros, il y avait, tu sais, dans le Game Pass, souvent ils nous demandent de tester des jeux pour gagner des points. Oui. Et donc il fallait juste que je lance et que je teste un peu. J'ai dû y jouer 2 heures, 2 heures et demie, et j'avais trouvé ça très très cool. Et bah du coup, en termes de graphisme... Surtout pour la direction artistique, quoi. Exactement. En termes de graphisme, du coup, tu vois à quoi ça ressemble. Hein, c'est du jeu quand même. C'est du pixel art, du plus bel effet. Ouais, exactement. C'est proche de la PS1, je trouve, mais en un peu plus fin, avec un côté, c'est vrai, plus designé à la pixel art. Le chara design des personnages ont aussi un type un peu manga qui est sympa. Et on a des décors assez sombres dans le bon sens du terme, hein, un peu glauque, je veux dire, un peu oppressant, un peu sale et tout. Et les environnements vont évoluer avec le temps. Ça, j'ai apprécié aussi. On est dans une mine, et plus on descend au fond de la mine, plus on a des endroits lugubres et tout, pour finir sur une zone de fin, finalement je vais pas la spoiler, mais qui est très sympa en termes de design et tout, qui m'a fait penser à Silent Hill entre autres. Mais vraiment en termes de graphisme, c'est convaincant. C'est à l'ancienne, mais c'est très très joli. Le jeu a vraiment une identité qui lui est propre. Oui, puis j'ai trouvé que la partie gameplay, malgré que ce soit du pixel art, en fait, était très... c'était old school, mais sans être injouable, en fait. On n'a pas ce problème de la maniabilité rigide qu'avait un Resident Evil 1, par exemple. Là, on sent vraiment que ça a été malgré tout modernisé. Et ça, c'était cool. Tu as tout à fait raison, et j'allais parler du gameplay justement. Donc on a un gameplay vu du dessus en 3/4. Donc dessus, vous imaginez vu dessus 3/4. Un inventaire à 6 places. Donc ça commence déjà à vous faire écho normalement à d'autres jeux. J'y viendrai pour la partie référence après. On a une touche pour braquer son arme, une pour tirer, avec une visée semi-automatique, je dirais. Et détail de gameplay, c'est qu'on va utiliser des objets souvent bonus secondaires dans notre inventaire avec une autre touche. Donc ça peut être une lampe torche, ça peut être une fusée éclairante pour brûler le cadavre des ennemis pour éviter qu'ils se relèvent. Donc pareil, normalement ça vous rappelle d'autres jeux du genre. Et aussi on peut utiliser une matraque électrique au dernier moment avant de se faire choper. Donc pareil, référence. Donc c'est assez classique vraiment dans l'approche du gameplay. Et en termes de game design, donc le jeu s'articule en zones. Donc on va parcourir une zone après l'autre qui correspond au début du jeu à des étages de la mine. On fait le premier étage, une fois qu'on l'a fini, on descend, etc. Des énigmes très typées à la Resident Evil. Donc on va se retrouver dans une pièce, on va avoir un coffre avec une serrure papillon, il faut trouver la clé qui va avec. On a un ordinateur, il faut trouver la disquette qui va avec. Enfin, c'est vraiment des délires à la Resident Evil pour les énigmes. C'est de l'exploration, récupérer le bon item qui va débloquer telle pièce, qui va nous faire avancer sur une autre pièce, etc. Jusqu'à avoir fini entièrement le niveau. Ce qui était sympa dans ce game design, dans ces énigmes, assez régulièrement, le jeu nous met en vue subjective. Donc on se met vraiment dans le regard du personnage et on peut interagir avec des éléments de décor et tout. Ça, j'ai trouvé ça... Et donc, la session suivante, c'est, je l'ai noté, le jeu de la référence. Pourquoi ? C'est un petit peu tout ce qui fait et l'attrait du jeu et en même temps qui, je trouve, donne une identité à ce jeu, c'est que il va piocher allègrement dans tout ce qui se fait du jeu d'horreur, mais pas seulement. Il a de très très multiples références et il arrive, le jeu, soit ça reste du talent, à les imbriquer ensemble pour faire un seul et même jeu. Donc je vais te citer quelques références, Kira, qui je pense vont te parler. Donc Resident Evil, je l'ai dit plusieurs fois, pour la gestion de l'inventaire. Donc inventaire limité à 6 places, on peut combiner des objets entre eux, on peut les étudier pour regarder s'il n'y a pas un petit truc caché sur l'objet. La narration en forme de notes. Tu sais, dans Resident Evil, on trouve des petits blocs-notes qui nous racontent un petit peu l'histoire. Ouais, carrément. Il y a des coffres.
qui, comme par magie, sont connectés entre eux. Donc, quand tu déposes quelque chose dans un coffre, tu le retrouves à un autre endroit. Le système de sauvegarde, comme les machines à écrire, mais là, c'est des ordinateurs. Et à un moment, ils ont même réussi à caler Sonate au clair de lune, tu sais, comme dans Resident Evil 1, ou quand ils doivent jouer du piano pour ouvrir et récupérer l'emblème doré. Donc, Resident Evil, on y va, on récupère tout ce qu'il y a de bien à Resident Evil et on le met dans Signalis. Silent Hill, aussi le deuxième plus grosse référence, surtout sur la partie musique. À chaque musique, j'avais l'impression d'entendre Akira Yamaoka avec des musiques très métalliques, industrielles, oppressantes. Aussi, il y a l'utilisation de la radio. Donc radio, ça fait penser à Metal Gear, ça fait penser à Silent Hill. Le design des monstres, c'est clairement très très inspiré de Silent Hill. On a du Metal Gear Solid pour la map, qui est à mon sens quasi identique. La vue de caméra. On a des références à 1984 de George Orwell, et ça, tu sais que c'est vraiment mon délire. Je dirais pas pourquoi, un livre de cœur. Mais c'est une très bonne référence. Une autre que tu apprécies aussi référence, on a Arnold Böcklin avec l'île des morts, tu sais... Alt 236, on avait fait une vidéo sur l'île des morts. Et là, c'est très représenté dans ce jeu, et je ne dirais pas pourquoi. Il y a du Ghost in the Shell aussi. Référence que j'ai beaucoup aimée, il y a Niei, tout le travail de Niei, tu sais, le mangaka qui a fait Blame, Apo Smith. C'est très fortement inspiré dans le fond même. Au-delà même des décors, tu vois, ça va un peu plus loin. C'est que l'identité propre des personnages fait beaucoup de références à tout le travail de Niei sur presque même plus Apo Smith que Blame. Mais en tout cas, c'était vraiment très cool. Donc tu vois, c'est bardé de références. Et c'est à mon sens très très cool. En tout cas, moi, ça m'a, tu vois, je me dis tiens, ça me fait penser à ça, ça me fait penser à ça, et j'ai vraiment apprécié. C'est vrai que quand les références sont bien distillées et que en plus on arrive à les distinguer, c'est vrai qu'il y a un côté flatteur, mais au-delà de ça, en fait, il y a un côté plus prenant. En fait, on a l'impression vraiment de comprendre cet univers, et ça, pour moi, c'est un gros plus dans ce genre de jeu à ambiance. Et c'est pas évident de prendre toutes ces références et d'en faire un patchwork et de réussir à en sortir un jeu. Et là, je trouve que ça, c'est plutôt bien fait. Donc les plus, les moins et ma conclusion, et j'aurais, je pense, assez tout dit parce qu'après il faut le tester. Donc ce que j'ai beaucoup aimé, le design et l'ambiance, je trouve que justement Barbara Whitman a fait un très très bon travail là-dessus. Comme je l'ai dit, moi, un autre point fort, ces références, pour moi c'est un point fort, parce qu'ils ont su les prendre, les distiller à bon escient. Ça flatte les fans, c'est vrai, je me suis senti content de voir quelques références, et c'est vrai que j'ai apprécié. Et malgré tout, et c'est là où il peut y avoir débat, parce que je sais que tout le monde n'est pas forcément de cet avis, mais je trouve que le jeu a réussi à en garder une identité. Quand je vois des images, si tu veux, fixes de Signalis, je sais que c'est Signalis, je me dis pas au premier abord, tiens, c'est Resident Evil ou c'est Silent Hill. Ouais, je me dis, ah tiens, c'est Signalis. Et en y jouant, je retrouve des sensations que j'ai parcourues des années durant sur d'autres licences. Donc j'ai réussi j'ai trouvé, moi, en tout cas ça m'a touché, j'ai trouvé que le jeu a réussi à garder une identité et à se forger sa propre raison d'exister presque. Et en ça, j'ai bien aimé. Oui, c'est vrai que le jeu a son style bien à lui et un style reconnaissable que j'apprécie également beaucoup. Et ça, c'est vraiment un élément à débattre, parce que chez moi, ça a fait écho. Je pense que toi, tu seras dans la même veine, mais je sais, et pour les citer, parce que c'est un peu nos sensei, mais les gars de Sœurs d'édition, Mehdi et Nico, qui ont testé aussi ce jeu, je sais qu'ils ont été un peu moins touchés par ce côté-là. Écoutez leurs tests, ça vous donnera une idée un petit peu différente et un point de vue différent au mien, et c'est toujours intéressant. Je sais que moi, personnellement, je suis quand même assez client du fanservice quand il n'est pas, on va dire, putassier, en fait. Quand on n'est pas de balancer une tonne de références sans en faire quelque chose. Là, je l'ai ressenti comme ça, elles sont distillées et transmises à l'ADN du jeu, ce qui fait que le jeu, malgré ses nombreuses références, a sa propre identité. Et c'est là qu'il y a vraiment une nuance. Je l'ai ressenti comme ça, exactement. Et les autres plus, du coup, le sound design est très très réussi. Je le trouve excellent. La qualité des énigmes, j'ai trouvé aussi certaines énigmes très très sympas, où on joue avec la radio, on a des puzzles, etc. Enfin, j'ai trouvé ça intelligent. Et le rythme, j'ai joué pendant 9 heures.
J'ai fini le jeu. D'ailleurs, attention, il y a 2 fins, il ne faut pas se planter. On a un premier générique qui arrive au bout de 7 heures. Et quand on revient à l'écran titre, il a changé l'écran titre. Et il faut cliquer sur continuer et on continue l'histoire. C'est un peu piège, mais il ne faut pas se planter. Ah, d'accord, ok. Et c'est vrai qu'il j'ai pensé. Je me suis dit, il faut que je pense à te donner cette astuce quand même. Mais en tout cas, on ne s'ennuie pas. Vraiment, du début à la fin, j'étais accroché. Mais il y a des petits défauts. Les moins, j'en ai cité quelques-uns. La gestion de la visée qui est semi-automatique, moi je l'ai trouvée parfois assez laborieuse quand tu es dans une pièce exiguë avec beaucoup d'ennemis. J'ai trouvé la gestion de la visée, et ça t'as pas dû t'en rendre compte pour l'instant parce que c'est plutôt vers la fin du jeu où ils ont blindé les salles d'ennemis. C'était vraiment pas terrible. Aussi, il y a beaucoup de backtracking. Donc autant dans Resident Evil, c'est plutôt bien géré où on n'a pas un nombre d'items incroyable à aller chercher. Là, dans certaines zones, il faut faire vraiment énormément d'allers-retours. Donc ce qu'on appelle backtracking, c'est ça, aller-retour. Et dans certaines zones, il y en a beaucoup. Aussi en termes d'ergonomie, j'ai trouvé le menuing pas terrible. La gestion des touches et tout dans les menus, c'était pas ouf. Et à part le boss de fin aussi, j'ai noté que très peu de boss secondaires, et le boss de fin était vraiment cool, mais à part lui, j'ai rien eu de notable. Et enfin, dernier point un peu négatif, l'histoire est quand même assez confuse. Hein. J'avoue, je l'ai fini, j'ai pas tout pigé, hein, mais c'était cool, hein, j'étais accroché et tout, mais franchement, je me suis... C'est l'inconvénient aussi des jeux avec la narration par le texte, en fait. Si parfois on a trop de texte, et c'est vrai que il suffit qu'on soit dans un autre mood que ton joue ou quoi que ce soit, on peut tout simplement zapper des trucs, ou même tout simplement pas les trouver, en fait. Et niveau narration, dans ce genre de jeu, faut vraiment s'accrocher. J'avais eu un peu le même problème avec Control, je sais pas si tu te souviens, où il t'abreuve de texte et comment dire, tout au long du jeu, et je suis arrivé à un moment, je les mettais de côté pour tous les lire d'un coup, en fait, parce que en fait ça assurait ma progression, et du coup j'avais du mal à comprendre les tenants, les aboutissants de ce que j'étais en train de vivre, en fait. Ouais, après on n'en est pas du niveau de Control, c'est vrai que Control il y a beaucoup de texte, là ça reste quand même ça va, mais c'est plutôt vraiment dans ce que le jeu a raconté, c'est assez confus, assez dense. En plus, il y a 3 fins, plus une fin secrète. Et je pense qu'il faut vraiment toutes les avoir fait pour avoir toutes les pièces du puzzle. Mais pour la conclusion, en tout cas, donc le jeu a très bien marché. Les notes sont bonnes, hein, sur Steam. C'est un vrai carton. Le Metascore est à 82. Gamecult a mis 7. Actu Gaming a mis 8. Jeuxvideo.com l'a pas testé, c'est étonnant. Et donc en conclusion, donc comme je le disais un peu au préalable, toute la question de ce genre de jeu qui pioche vraiment allègrement dans les références, est-ce que le jeu arrive à nous toucher d'une, ou on reste bloqué sur ses références, et est-ce que le jeu arrive à avoir une identité propre au-delà de ses chefs-d'œuvre? Et donc comme la réponse pour moi est oui, ça a très bien fonctionné. J'ai passé un super moment, c'était intense du début à la fin, j'ai trouvé l'univers captivant, donc pour moi ça a été un très gros oui. Mais j'ai conscience que ça peut pas fonctionner chez tout le monde. Donc, je dis vraiment, c'est quelque chose c'est le genre de jeu qu'il faut tester. C'est gratuit dans le Game Pass. Je l'ai eu à même pas 10 €, je crois. Enfin, très peu cher. C'est 2 personnes qui ont travaillé dessus pendant 8 ans. Bon, c'est sympa de leur faire, je pense, un petit hommage en testant leur jeu. Et vraiment, je le recommande pour ceux qui aiment les jeux d'horreur. C'est un très, très bon jeu. Pour moi. Je suis totalement d'accord avec ton avis pour le coup, et c'est vrai que bon, j'ai joué que 2h30, ce qui est un autre jeu qui était sorti à ce moment-là, et je comptais justement me le refaire, tu vois, donc tu fais bien d'en parler. Pour un fan de survival horror old school, clairement vous pouvez y aller les yeux fermés, quoi. Enfin, du moins les yeux ouverts, sinon c'est plus compliqué pour jouer. Mais vous voyez un peu la note d'intention. Bon, tu voulais nous parler d'un magazine, je crois. Ça, j'adore. Ça me fait plaisir que tu fasses un sujet hors sujet comme ça. Je me prêtais à l'exercice de recommander un magazine, chose que je n'ai jamais fait. Ça va être difficile car un magazine, c'est quand même extrêmement visuel. Et là, il va falloir que je vous parle d'un magazine sans vous le montrer, en fait. Donc, imaginez un peu. Ça va être retard. En fait, en gros, je me baladais dans ma maison de la presse locale. Je cherchais le hors-série sur Resident Evil, d'un magazine que tu m'avais conseillé, d'ailleurs. Jeux vidéo, le mag. Que je n'ai pas trouvé, et donc du coup j'étais un peu frustré forcément, et là du coin de l'œil j'ai vu une couverture pleine de couleurs, violet fluo, jaune fluo, noir, enfin vraiment avec un contraste assez élevé. Je me suis dit tiens, qu'est-ce que c'est ? Et je suis tombé sur le magazine, donc collection Pop-Up, donc c'était le volume 11, c'est un magazine sur la culture populaire, donc vous allez voir ça traite de beaucoup de choses, et celui-ci c'était le numéro spécial blockbuster des années 80, donc qui parle de cinéma, mais pas que. Donc en gros il y a près de 200 pages d'infos et d'anecdotes sur les plus grands blockbusters des années 80, donc il y a
49 films qui sont répartis par genre. D'accord. Les acteurs phares des années 80. Donc ça parle de ciné, séries, BD, manga, jeux vidéo, en général, on va dire, dans ce magazine. En fin de magazine, il y a toute une section sur les nouveautés de 2023, donc c'est pas vraiment les années 80, mais ça c'est pour plus faire un raccord avec l'actualité, donc ce qui était quand même assez pertinent, ma foi. J'ai trouvé que le papier était de qualité. C'est vrai que ça, pour un magazine, c'est super important. On n'est pas sur un papier sur un papier style papier cul, quoi. C'est un papier qui est assez épais, donc c'est pas du papier glacé, mais les couleurs sont quand même bien ressenties et on sent bien l'épaisseur de la feuille, et ça c'est quand même cool. Je vais vous lire ce qu'il y a directement en préface sur le magazine. Donc carrément. C'est né à la fin des années 1970 avec les Dents de la Mer, puis Star Wars. Les blockbusters ont rythmé les années 80. Avec leurs effets spéciaux spectaculaires et leurs stars emblématiques. Donc Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Tom Cruise, Eddie Murphy, Mel Gibson. Action, comédie, drame fantastique, science-fiction, horreur, musicale. Tous les genres ont droit à leur blockbuster. Parfois orchestrés par un marketing redoutable, parfois succès surprise contredisant toutes les pronostics, mais ce qui est sûr, c'est que ces 10 années ont marqué à jamais la pop culture et nos souvenirs. Donc déjà, la jaquette était cool, enfin du moins je lis ça derrière, donc forcément j'étais conquis, tu vois. Donc le tout est bardé d'anecdotes passionnantes. Par exemple, si on se retrouve sur Les Aventuriers de l'Arche perdue, on va avoir des anecdotes de tournage, on va nous parler du film, on va nous parler de ce qui est devenu Indiana Jones par la suite. Enfin vraiment, on sent la passion des personnes qui ont rédigé ces articles. Pour le passionné également, on va retrouver des anciens volumes, un dédié à Tolkien par exemple, les mangas cultes, la saga James Bond, Harry Potter, mais ils font aussi des magazines sur la musique. On va retrouver du Iron Maiden, il y en a un, c'est dédié aux années 70, donc on va retrouver tout, il va y avoir de la musique, du film, des voitures, ça va parler de sport, enfin c'est vraiment une capsule temporelle de cette époque que j'ai vraiment apprécié, quoi. Ah, ça a l'air varié en plus de ce que tu dis. Celui sur Tolkien, moi ça me donne très envie. Exactement. Leur prochain a l'air d'être sur Metroid, je pense, parce que je suis allé voir sur leur Facebook et ils ont mis un artwork de Samus en fait. Donc je pense que ça sera leur prochain magazine. Je suis trop fan. En tout cas, moi qui n'avais pas acheté de magazine depuis longtemps, j'ai été quand même vraiment conquis pour le coup, et je pense me commander des anciens pour pouvoir les faire la collecte également. Peut-être me faire la collecte. Bon, après, je pense Iron Maiden, c'est pas spécialement ma cam, tu vois, mais tu vois, du Tolkien, la saga James Bond, l'animation japonaise, ça, c'est des choses qui me parlent et qui me touchent, et donc, du coup, je pense que oui. Je vais vous donner un sommaire non exhaustif de ce qu'on trouve dans le livre, hein. Donc, ça parle, par exemple, dans les films d'action, je vous l'ai dit tout à l'heure, Les Aventuriers de l'Arche perdue, on va retrouver du Conan le Barbare, Rocky 3, Rambo, Top Gun, Full Metal Jacket. Bon, on retrouve un petit peu les gros, vraiment classiques de l'époque. On va parler de plusieurs acteurs, donc il y a tout un onglet qui est marrant qui s'appelle Schwarzy versus Stallone, et on voit un peu la grande époque où ils se tiraient la bourre. Donc quand on voit que maintenant ils sont copains comme cochons, donc c'est avec des anecdotes assez succulentes. On va retrouver du Tom Cruise, Eddie Murphy, Mel Gibson, il y a de la comédie, y a-t-il un pilote dans l'avion, 48 heures, un fauteuil pour deux, des films fantastiques, Gremlins, SOS Fantôme, Retour vers le futur, bien sûr, films d'horreur, Shining, La Mouche, il y a des drames aussi, Il était une fois en Amérique ou Les Incorruptibles, de la science-fiction, New York 97, un de mes films préférés, Blade Runner, un de mes films préférés, Terminator, un de mes films... Enfin bref, on peut tous les faire. Il était fait pour toi, oui. Okay. Mais clairement, il était fait pour moi. Donc plusieurs thématiques qu'on va retrouver qui sont vraiment passionnantes. L'invention du blockbuster, comment ça a été créé, d'où ça vient, James Bond en difficulté, les super-héros, entre guillemets, des années 80. Donc, ou même la décennie noire de l'animation. Je me rendais pas compte que dans les années 80, l'animation traditionnelle était aussi moribonde en fait. Donc il y avait des très grands dessins animés pour moi, mais qui ont bidé à l'époque en fait. Il y a aussi le cinéma français des années 80 aussi, donc c'est pareil. On va retrouver de l'autre côté, c'est pas que ricain, donc ça c'est intéressant. Et surtout, je voulais en parler, c'est qu'en fin d'album, il y a les jeux vidéo tirés des blockbusters, donc des années 80. Donc on va retrouver des petites des affiches d'époque en fait qui parlent des grands jeux qui étaient sortis à ce moment-là. Enfin, grands jeux, bien sûr, dans le pire comme dans le meilleur, les jeux qui ont fait parler en tout cas. Donc c'est
Un magazine que je vous recommande, il coûte 14,99 €. J'ai passé un excellent moment à le feuilleter. C'est vrai que ça peut paraître un petit peu onéreux, mais clairement, il y a du taf dessus, il y a quand même 200 pages. Donc si je peux vous donner un conseil... Et c'est tous les combien ? Vous pouvez y aller. Ça sort régulièrement ? Oui, ça sort régulièrement. Alors, j'ai pas regardé en détail, parce que j'ai surtout regardé les sorties précédentes, mais j'ai l'impression que c'est tous les trimestres. Après, je dis peut-être une bêtise, mais en tout cas, c'est pas un mensuel, c'est sûr, donc je pense que c'est tous les trimestres à peu près. Ouais, ça fait 5 € par mois. Enfin, si on divise, tu vois, donc ça reste, c'est un peu cher, mais c'est le trimestre. Et, enfin, ce que tu dis du contenu, ça a l'air très, très, très riche. Donc, moi, le prix me choque pas. Je suis, à contrario, moi, un très gros consommateur de magazines. J'achète les Otomo, tu sais, les gars de Rokirama qui font Otomo sur la culture japonaise, qui est excellent. Oui, carrément. J'y vais le mag, bien sûr, et Atom pour le manga. Et là, je découvre du coup le magazine que tu me cites. Je pensais que ta première chronique sur les magazines serait Métal Hurlant, parce qu'ils l'ont refait et franchement, c'est très très cool. Mais écoute, tu m'as donné très envie. Et je compte sur toi pour me prêter ce magazine. Et bien justement, je vais te dire, à part des Rokirama que j'achète en fonction, bien sûr, des thématiques ou des Mad Movies, pareil, c'est souvent leur série Mad Movies que j'achète. Celui sur James Bond, d'ailleurs, était très cool également. Je me suis commandé les 2 premiers volumes les 2 premiers tomes, si on peut dire, de Métal Hurlant, justement. Ah bah, tu vois. Bah, faudra que tu nous en parles un jour. Ça m'a donné envie de refeuilleter du magazine, et c'est vrai que Métal Hurlant est quand même une licence de cœur pour moi. Une référence. Et du coup, j'ai pris les 2 premiers, histoire de voir un petit peu ce que ça donne. Bon, c'est pareil, ils sont à 20 €, mais ça a l'air d'être des beaux ouvrages en tout cas. Donc écoute, j'espère que tu nous referas une chronique sur les magazines et sur Métal Hurlant. Dites-nous, nos chères auditrices et auditeurs, si vous aimez les chroniques de temps en temps, évidemment, sur les magazines. Moi, je trouve ça original. On n'est pas nombreux, je pense, à le faire. Et là, on a des magazines sous le coude dont on est capable de vous parler, donc ça peut être intéressant. Je vais vous prendre des photos du magazine, pour 2-3 photos. Je n'ai pas envie non plus de vous dévoiler tout le magazine, pour les mettre sur la page Facebook et Twitter. Donc comme ça, vous pourrez avoir un visuel sur ce que je raconte. Et après, si jamais vous êtes intéressé, ils ont une page Facebook où ils parlent un petit peu de toutes leurs sorties. Donc bien sûr, ce n'est pas sponsorisé, c'est juste un kiff personnel. Ouais, on n'en est pas encore à être sponsorisé, rassurez-vous. On fait pas de la sponsor déguisée, on n'est pas encore sponsorisé du tout. Mais écoute, bravo, j'ai trouvé ça très intéressant. Je te remercie, Kira. Bah merci, ainsi se conclut notre épisode hebdomadaire. Est-ce que toi, tu souhaites dire quelque chose pour le mot de la fin ? Je vais faire un petit peu de teasing. J'ai parlé d'un jeu que je prépare pour dans 2 semaines, mais la semaine prochaine, c'est le sujet hors sujet pour moi, ce sera une bande dessinée adaptée d'un manga avec des mecs qui mettent des armures. Enfin bref, je pense que ça peut vous plaire. Alors moi, je vais pas faire de teasing du tout, donc je l'ai dit en début d'émission. Tu l'as dit, la semaine prochaine, ça sera Dead Space. Donc à partir de là, voilà, ça va être mon test de la semaine, 3e ou 4e survival que je teste depuis le début du podcast. Mais bon, ça va être sympa, surtout que j'ai testé Callisto Protocol et je pense qu'il y a à dire sur les 2 jeux. Et du coup, ça me donne l'occasion tu m'y fais penser, mais en mot de la fin aussi de remercier nos auditeurs et auditrices qui sont fidèles. Hein, on les voit, ils se manifestent, on leur répond, on écrit avec eux et ça fait vraiment chaud au cœur de partager et d'avoir des retours qui sont globalement tous positifs. Donc voilà, un grand merci qui vient du fond du cœur et on partage les messages aux personnes aussi qui travaillent. Il n'y a pas que nous, on a Charles hein, qui est notre ingé son consultant qui participe et vraiment vos messages nous font très très plaisir. Carrément, merci à vous, c'est très cool. Et on se dit du coup Kira à la semaine prochaine. À la semaine prochaine et puis jouez bien cette semaine en tout cas. Au revoir. Jouez bien, salut, ciao.